Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Face à plusieurs dérives des gouvernants, surtout en période électorale, plusieurs ONG ont décidé de faire de la promotion des droits de l'homme leur cheval de bataille. Cette émission se propose justement de mettre en lumière la contribution de ces organisations africaines. Bienvenue à tous et surtout bienvenue à M. Boyou Boniface, président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire, en abrégé ACELSI. Merci, M. Ouma, merci. Bonjour à tous. Avec vous dans ce studio, M. Abraham Denis Yoruba, il est expert en gouvernance et droits de l'homme, ex-président de l'APDH, président du groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, en abrégé GEPAT. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Alors, le GEPAT, quelle est son histoire? Le GEPAT a été mis en place en 2017 à la suite de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez que de façon historique, la Cour africaine s'est prononcée sur la commission électorale de la Côte d'Ivoire et à l'issue de cet arrêt qui demandait à l'État de Côte d'Ivoire de rendre son organe conforme à ses engagements internationaux, nous avons, en tant qu'initiateur de cette requête qui a produit l'arrêt, nous avons pris contact avec un certain nombre d'organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme et de la gouvernance électorale pour mettre en place ce groupe qui avait pour premier objectif de faire en sorte de faire un plaidoyer pour que l'arrêt soit exécuté entièrement et de veiller au suivi de la mise en œuvre de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Donc c'est un groupe qui travaille pour avoir des élections transparentes, et c'est là au regard de notre histoire, de l'histoire très récente de notre pays. Il y a également l'association des électeurs de Côte d'Ivoire qui a un lien très étroit avec la promotion, valorisation des droits de l'homme. Monsieur Boyou. Merci. Avant de revenir à votre question, je voulais souhaiter la meilleure bonne année à tous les Ivoiriens, à tous les Africains et à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne de télévision. Pour revenir à votre question, je voulais dire que l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire est une organisation de promotion des droits de l'homme et des électeurs qui a été créée en avril 2001. Et vous savez, chaque fois qu'on se finit une élection, on voit qu'il y a des taux de bulletins nuls très élevés et qu'il y a une abstention très forte. Nous nous sommes dit que voilà qu'il faut organiser davantage les électeurs, leur apprendre leurs droits et devoirs. De toutes les façons, le vote n'est pas obligatoire en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc il faut faire des campagnes de sensibilisation pour amener les lecteurs à accepter, les citoyens à accepter le processus électoral. Voilà, c'est pour ça que depuis un certain moment, nous avons été reconnus par l'État, le ministère des droits de l'homme, nous avons nos agréments. Ensuite, nous avons participé. Monsieur Ouma, nous avons participé dans le cadre, justement, le président Yoruba en parlait tout à l'heure, dans le cadre de la réforme de la CEI. Nous avons participé... La CEI qui est la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, bien sûr. Nous avons participé par le biais de notre représentant dans le groupe des non-membres, qu'on appelle des deux plateformes. Et nous avons donc nos signatures dans le rapport final. D'accord, très bien. Qui est sûr, maintenant, vous connaissez la suite, puisque la société civile a pris une part importante et qui siège actuellement au niveau de la commission centrale. Quand bien même au niveau de la commission locale, il aurait fallu faire représenter les membres de la société civile. Et avec vous, nous allons parler des droits de l'homme de façon générale en Afrique, sans mettre forcément l'accent sur un pays. Ça semble certainement facile, mais on parle de droits de l'homme de façon simple. Qu'est-ce que c'est? Bien, merci. Je voudrais sacrifier aussi à la tradition. Nous sommes en début d'année et souhaiter mes voeux sincères de santé, de paix à tous les Africains qui en ont vraiment besoin. La paix est une quête permanente sur notre continent. Souhaiter les vœux de paix et de prospérité aussi à tous les Africains et à tous les téléspectateurs. Très bien. Ceci étant, il faut dire que quelquefois la guerre a des avantages. Et je peux dire que l'un des avantages, des plus grands avantages que nous avons obtenus à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est
la prise de conscience de la nécessité de respecter la dignité, de l'égalité de tous les êtres humains en dignité et en droit. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est à l'issue des atrocités que le monde entier a connues à travers la Deuxième Guerre mondiale que tout le monde a pris conscience qu'il fallait mettre en place un mécanisme pour faire en sorte que la dignité de l'être humain, quel qu'il soit respectée. Donc, les droits de l'homme naissent de cela. Le respect des droits de l'homme naît de cela, de cette prise de conscience. Qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur, votre sexe, tout le monde est égaux en dignité et en droit. C'est fondamental. D'accord, très bien. On entend souvent aussi parler d'état de droit, M. Bouillon. Oui, l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est l'état, l'environnement dans lequel le citoyen se trouve par rapport à ses droits et par rapport aux droits d'autrui. L'état de droit, c'est dans lequel tout citoyen accepte la contradiction. C'est l'état dans lequel tout citoyen se retrouve et est en libre circulation. C'est l'état dans lequel se trouve un citoyen et qui veut vraiment y rester en fonction de sa dignité humaine. Vous voyez, quand on parle de dignité humaine, les interdits, la culture africaine avait ses interdits. Et que quand vous allez dans un campement ou dans un village, il y a des droits. Mais aussi, vous avez des devoirs envers cette population. Absolument, oui. Bien sûr, on vous dit par exemple que pour le droit à la vie, ici, si tu veux rester longtemps en vie, les silures de cette rivière-là, on ne les consomme pas. Si tu vas avoir plus de 80 ans, tu ne dois pas les consommer. Mais si tu dépasses ces interdits, le temps c'est que tu ne veux pas le droit à la vie. Donc je voulais dire pour moi qu'on appelle ça les droits de l'homme dans un état de droit, c'est le respect des institutions de la République, le respect du citoyen de la différence de l'autre, le respect du citoyen de la religion d'autrui, le respect du citoyen à ne pas, si vous voulez, à ne pas mettre en péril, qu'on appelle ça son voisinage et tout ça. Et donc, pour moi, l'état de droit, c'est respecter également les décisions de justice, tout ceci en cours pour le bien-être, qu'on appelle ça de ces citoyens. Et donc, pour garantir le respect de toutes ces libertés, de tous ces droits, il y a l'État. L'État en question. Vous qui êtes expert en matière de bonne gouvernance, est-ce que la notion de bonne gouvernance intervient dans l'état de droit? Bien sûr, bien sûr. Je voudrais compléter ce que M. Bouillon a dit tout à l'heure en insistant sur le fait que l'état de droit, c'est la primauté du droit dans un État. Donc l'état de droit, c'est que l'État lui-même se soumet au droit que ses concitoyens, que les citoyens de cet État ont érigé. Donc un État de droit, c'est un État où le droit est respecté. Est-ce qu'il en existe dans ce monde? Mais oui, il en existe. Aujourd'hui, on parle des pays démocratiques. Les pays démocratiques très avancés sont des pays qui se soumettent au droit. Et vous verrez que dans ces pays-là, les autorités sont soumises au droit. Quel que soit votre rôle, parce que tout est une question de distribution de rôles. Vous pouvez être aujourd'hui président de la République, c'est le rôle que vos concitoyens vous ont donné. Mais vous n'êtes pas supérieur à ces concitoyens du fait de ce titre, du fait de cette fonction qui est momentanée et qui est passagère. Donc, vous êtes là, vous ne pouvez être puissant que si vous-même vous soumettez au droit qui fait que les autres respectent votre titre. Vous n'êtes pas un roi. Donc, l'état de droit, c'est le respect, c'est la soumission de tous aux droits que ce pays s'est prescrit, s'est donné. Et donc, à quel moment on parle là de violation de droits de l'homme? On l'entend souvent, nous sommes en période électorale, on entendra beaucoup de choses. À quel moment peut-on dire qu'il y a violation de droits de l'homme? À des moments précis, il y a toujours violation des droits de l'homme. Et la liberté d'expression, par exemple. La liberté d'expression, par exemple. Que
lorsqu'on regarde ce citoyen et on estime que ce qu'il est en train de dire ne va pas dans mon sens, et donc il faut venir nuitamment chez lui alors que le domicile privé est inviolable au sens de la Constitution, sans un mandat et tout, il y a violation des droits de l'homme. Il y a violation des droits de l'homme. Quand pendant, comment on appelle ça, la période électorale, pendant la période électorale, certains sont empêchés de battre campagne dans des régions données, il y a violation des droits de l'homme. Quand vous arrachez les affiches des candidats, il y a violation des droits de l'homme. Il y a violation de l'expression, il y a la violation de l'information. Parce que nous disons à SSI que l'électeur n'a pas de coloration politique. Donc, pour amener l'électeur à faire un bon choix, l'électeur est obligé de suivre toutes les campagnes des candidats. Mais quand vous empêchez ces électeurs-là, ces potentiels électeurs-là, de suivre les campagnes, et vous fermez, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, l'Internet, et vous canalisez les rédactions des médias d'État, alors il y a déformation, qu'on appelle ça de l'information. Donc d'où violation, moi, de mon droit à l'information est vrai et vérifié. Si vous deviez faire un état de lieu en matière de respect ou non des droits de l'homme en Afrique, il y a des fois, on a les yeux rivés vers l'extérieur, mais quel est votre point de vue en Afrique? Comment se portent les droits de l'homme? Bien. Alors, quand vous me posez une telle question, je veux dire que les droits de l'homme sont à l'image de l'Afrique, c'est-à-dire d'un continent qui nage dans le sous-développement. Donc nos droits sont aussi dans le sous-développement. Nos droits ne sont pas souvent pris en compte. Vous savez que c'est avec le temps que plusieurs pays ont compris la nécessité de faire respecter les droits de l'homme et que les différentes constitutions se sont mises à jour par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, de plus en plus de pays sont regardants sur ces questions-là. Je veux dire qu'il est de la responsabilité d'un État de faire respecter les droits de l'homme de ses concitoyens. Et les droits de l'homme ont été notamment expliqués à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir, la liberté de penser, la liberté en dignité, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font que l'homme est libre et l'homme peut s'épanouir. C'est tout cet ensemble, tout cet arsenal qui constitue les droits de l'homme. Et les respecter, c'est permettre à tout être de s'épanouir. Je pourrais vous dire que droits de l'homme et développement vont de pair. Du moins, respect des droits de l'homme et développement vont de pair. Vous remarquerez que la plupart des pays qui se sont hissés à un niveau important de développement sont des pays qui ont fait l'effort de respecter les droits de l'homme. Justement, j'allais en venir pour mieux comprendre. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des discussions où les gens citent certains pays qui ne respectent pas très souvent les libertés et qui sont en train d'émerger. Mais je veux dire, pour construire dans la durée, pour construire durablement, on ne peut se développer qu'en respectant les droits de l'homme. Faute de quoi, vous allez avancer et reculer en un rien de temps parce que vous aurez frustré tous vos citoyens par la violation de leurs droits. Le respect des droits de l'homme et la sécurité, la paix durable en Afrique, puisque nous parlons du continent africain, quel pourrait être l'impact l'un sur l'autre? Vous voyez, M. Ouma, c'est vraiment dommage pour l'Afrique. C'est vraiment dommage pour l'Afrique que chaque fois qu'il y a un processus électoral qui est lancé, il y a la peur parmi la population. Il y a la peur parmi la population parce qu'on se dit, on va commencer à tripatouiller la Constitution pour ne pas partir après ce mandat constitutionnel. On va changer les organes au niveau des organes électoraux et au niveau des organes de décision, comme la Cour constitutionnelle, pour se maintenir au pouvoir. Et après, non, tout le monde a fraudé et donc je ne pars pas. Donc pour nous, il aurait fallu que cette formation en démocratie soit enseignée aux Africains. Que nul n'a la science infuse. Oui. Nul n'a la science infuse que lorsque vous avez fini votre mandat, vous devez partir. Parce que les causes des crises en Afrique viennent des élections. Viennent des processus électoraux mal négociés, des processus électoraux mal entamés et
les acteurs, les différents acteurs, il y a des crises de confiance entre ces différents acteurs-là. Donc personne ne veut faire confiance à autrui, personne ne veut faire confiance même à celui qui aurait gagné. Et donc, c'est tout ça qui amène ces crises-là en Afrique. Et pour nous, excusez-moi, mais pour nous en Côte d'Ivoire, pour une fois, nous voulons qu'en 2020, nous puissions assister à des passations de charges entre un président entrant et un président sortant. Pour ne pas que demain, qu'on nous dise non, attention, telle localité est occupée ou telle localité n'est pas facile d'accès. Parce qu'on se souvient, ainsi c'est passé, nous avons déjà 3000 morts sur la conscience. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme. Quels sont les défis de cette Cour africaine? Merci pour cette question, parce que le processus électoral en Côte d'Ivoire nous a permis de saisir la Cour à l'effet de l'inviter dans le débat sur la question électorale de ce pays-là. C'est vraiment le mécanisme régional de protection des droits de l'homme. C'est-à-dire que la Cour a été mise en place pour venir en soutien à la Commission des droits de l'homme qui, elle, avait des décisions consultatives, des décisions qui sont des avis, donc pas des décisions exécutoires qui ne s'imposaient pas aux États. Alors la Cour a été mise en place pour pouvoir prendre des décisions qu'on appelle des arrêts qui, eux, s'imposent aux États, qui doivent les exécuter s'ils ont ratifié le protocole de cette Cour et s'ils en ont fait la déclaration. Donc, tous les pays qui ont ratifié le protocole et qui ont fait la déclaration, les décisions, les arrêts de la Cour s'imposent à eux. Et la Cour travaille pour améliorer les rapports des pays aux droits de l'homme, le rapport de respect de ces pays aux droits de l'homme. Et ça, c'est très important. D'accord. Revenons maintenant à la société civile dans les pays africains. Le rôle de cette société civile quant au respect des droits de l'homme. Oui, le rôle de la société civile en Afrique singulièrement. Vous savez que la société civile a gagné en maturité en Afrique. Donc notre rôle d'éveil des consciences des populations, notre rôle de formation des populations, notre rôle d'enseignement des populations au respect des droits de l'homme, au respect des droits d'autrui, au respect des devoirs qu'on peut avoir envers l'État. Parce que si l'État vous a formé, il a fallu être reconnaissant envers l'État et ne pas se rebeller, entre guillemets, contre cet État lui-même là. Donc, la société civile en Afrique a gagné en maturité. La preuve, quand il y a une contestation, qu'on appelle ça au contraire des partis politiques, quand il y a une contestation, la société civile saisit les juridictions. Or, les partis politiques, c'est des manifestations des rues, des manifestations violentes et tout, et après, on se retrouve, comme on appelle ça, avec des regrets. Donc, pour nous, la société civile en Afrique a gagné en maturité. La preuve, en Afrique de l'Ouest, il y a des forums d'organisation de la société civile. En Côte d'Ivoire, il y a assez de fêtières. Et depuis un certain moment, les États commencent à écouter, sinon écoutent la société civile. Et dans les États où la société civile a été forte, c'est que les États ont affiché la volonté politique d'écouter ces sociétés civiles-là, en leur donnant également les moyens et les formations nécessaires pour leur évolution. J'ai envie de demander quel est le positionnement de la société civile par rapport aux partis politiques. Parce que quand il y a des grands débats, on appelle en principe tout le monde avec qui on doit discuter, mais en Afrique, quel est de votre point de vue le positionnement de la société civile? Bien, merci. Ce que je voudrais dire, c'est que la société civile évolue progressivement. Parce que le rôle de la société civile n'a commencé à être important qu'à partir des années 90, avec le retour au multipartisme dans la plupart des pays africains. La démocratie avait été conçue juste au lendemain des indépendances comme n'étant pas forcément pluraliste. Donc les gens ont accepté le vote, mais le vote dans un parti unique, tout le monde. Alors, lorsque, en 90, on a eu le printemps de la démocratie en Afrique et que les pays ont commencé à s'ouvrir au multipartisme,
alors la société civile a commencé à jouer tout son rôle et à prendre toute sa place dans le processus démocratique de l'Afrique. Donc, la société civile en Côte d'Ivoire est une société civile qui évolue et de façon progressive. Vous savez que c'est notamment à partir de 2000, avec les difficultés que le pays a connues, que plusieurs organisations ont vu le jour. Par le passé, les gens ne savaient pas que cet engagement pouvait permettre à la démocratie de s'installer et d'aller de l'avant. La société civile contribue donc à créer une démocratie forte, à faire en sorte que les institutions soient fortes au-delà ou au détriment des personnes et des personnalités. Parce qu'il y a des gens, les tentations, je vous l'ai dit tout à l'heure, la démocratie ou même les droits de l'homme sont une quête permanente et les tentations sont souvent très grandes au niveau des dirigeants de s'emparer du pouvoir et de le garder définitivement. 2020, tout le monde en parlait, nous sommes en 2020 et 2020 est certainement stratégique pour les hommes politiques, mais vous qui êtes de la société civile, que représente 2020 pour vos différentes organisations, M. Bouillou? Oui, merci. Merci. Nous qui sommes engagés dans les processus électoraux et même dans ce processus électoral à venir en 2020, c'est-à-dire en 2020, nous nous rendons compte que la passion revient. La passion revient parmi tous les acteurs, que ce soit du côté de la société civile, mais singulièrement et particulièrement du côté des hommes politiques. Alors, ce que nous pouvons dire, pour nous, c'est un enjeu. Parce qu'on a connu des élections qui nous ont envoyé de la crise. Nous avons connu une élection qui nous a sorti de la crise. Et en 2015, une élection pour consolider la paix. Donc cette élection à venir, c'est pour consolider véritablement nos institutions. Et donc nous allons demander, et nous allons nous mettre sur le terrain, parce que le recensement de la population électorale, le recensement de la population générale de 2014, M. Ouma, a donné un chiffre de 22 millions, un peu plus de 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et parmi les 22 millions d'habitants, il y a 17 millions d'électeurs potentiels. Or, la liste électorale ne compte que 6 millions d'électeurs. Nous disons que, puisque le vote n'est pas obligé et qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation, pour nous, notre défi, c'est amener au moins les Ivoiriens à s'enrôler sur la liste électorale, à avoir au moins un minimum, je dis bien un minimum, de 10 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale définitive pour participer pleinement, on appelle ça, au processus électoral. D'accord, très bien. Au niveau du GEPAD, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Déjà, au niveau du GEPAD, quels sont les défis que vous entendez relever à l'orée des élections? Bien, disons que par rapport à la gouvernance électorale, le GEPAD il y a des grands enjeux, il y a des grands défis qui se présentent à notre groupe. Dans un premier temps, notre action a été mise sur la réforme de la commission électorale. Ensuite, il y a des thématiques, il y a des éléments qui sont incontournables, à savoir des aspects qui concernent la réforme du code électoral. Ça, c'est un défi important. Il y a les questions qui concernent le découpage électoral. Il y a les questions qui concernent le recensement. Le GEPAD veut mener une action de sensibilisation, de monitoring, mais faire des propositions concrètes, notamment en ce qui concerne le découpage électoral et le recensement, afin qu'on puisse avoir des éléments qui soient consensuels et qui soient acceptés par tous. C'est important. Vous savez que le nœud de discorde, la pomme de discorde aujourd'hui, après la commission électorale, c'est le découpage électoral et c'est le recensement. Le fichier électoral, est-ce qu'il sera accepté par tous? Est-ce qu'il sera aux normes? Est-ce qu'il sera vérifiable? C'est là les enjeux et les défis pour le GEPAD. Et là, en 15 secondes, dans la sous-région, près de 5 à 6 pays vont aborder également des élections. Comment doivent agir ces ONG, justement, qui promeuvent le respect des droits de l'homme? Ces ONG doivent s'impliquer dans ces processus électoraux. S'impliquer véritablement dans les processus électoraux en menant des campagnes de sensibilisation,
en menant des campagnes de formation aux manipulations du bulletin du vote. Parce que le bulletin de vote, c'est un bulletin de vote unique. Et avec des erreurs de manipulation, on peut se retrouver avec des bulletins, des taux élevés de bulletins nuls. Merci, Monsieur Boyou. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de Monsieur Boniface Boyou, président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et avec vous, Monsieur Abraham Denis Yoroba, expert en gouvernance et droits de l'homme, ex-président de l'APDH, président du groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, GEPAT. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.